Une grande question qui revient en ce moment suite aux élections législatives. Est-ce que la France risque un krach sur les marchés financiers? L'idée est la suivante, puisque tous les indicateurs financiers de la France comme la dette et les différents déficits sont au rouge et que la France est devenue ingouvernable, est-ce que cette situation catastrophique va se répercuter sur les marchés? Concernant la dette du pays, elle est attendue à 3200 milliards en fin d'année, soit 13 fois les recettes du budget de l'État qui se montent à 250 milliards. Mais ce n'est pas tout. En 2023, l'État a dépensé 400 milliards, soit un déficit de 150 milliards. C'est exactement comme si une famille qui gagne 2500 € par mois en dépensait 4000. On sent bien que quelque chose ne va pas. De plus, pour 2024, officiellement, le déficit serait de 5% et des bananes. Mais selon mes sources, on s'achemine plutôt vers près de 6% de déficit, soit environ 180 milliards. Et tout cela se produit en dehors d'une grande crise du style 2008 ou crise des mesures anti-Covid. Dans un tel scénario, le déficit de la France battra donc des records dans une période dite normale. Ceci explique pourquoi l'Union européenne est en train d'engager une procédure pour déficit excessif. La France rejoint donc ce que l'on appelle les pays du Club Med, soit les pays les plus mal gérés de la zone euro avec l'Italie, la Grèce et j'en passe. C'est pour cela que certains évoquent même une sortie possible de l'euro et de l'Union européenne sous le poids de ces déséquilibres et de la poussée de ce qu'il est convenu d'appeler les extrêmes. D'ailleurs, les contrefeux commencent déjà à s'allumer puisqu'un bloc du centre commence à émerger pour mettre en place un gouvernement technique qui se contenterait d'obéir aux ordres d'austérité de Bruxelles. C'est Édouard Philippe en ce moment qui porte cette idée. Pour rappel, Édouard Philippe vise la présidence de la République en 2027 et c'est pour cela qu'il s'inscrit frontalement en faux par rapport à Macron entre autres. La décision qu'il a prise de dissoudre l'Assemblée, vous la jugez comment? Je pense que c'était pas une très bonne décision. Je pense qu'elle était mal pensée, mal préparée et probablement mal expliquée. Bon. En même temps, il conduira la même politique que ses prédécesseurs, à savoir toujours plus de dettes et de déficits, car il incarne la continuité du système en place. Petite parenthèse sur Édouard Philippe tout de même. C'est quelqu'un qui a très exactement conscience de l'état de la France, car il a lu et intériorisé les études sur les effondrements économiques. Écoutez bien ce passage où il échange avec Nicolas Hulot en 2018. Je termine sur cette question générale en forme de question philosophique par la référence à un livre que je cite souvent et que Nicolas aime bien, qui est Effondrement de Jared Diamond. Collapse en anglais, qui montre comment doivent être envisagées les questions d'accès aux ressources, d'environnement et de collaboration avec les sociétés qui nous entourent lorsque ces questions-là deviennent prégnantes et arrivent à un point qui est tel que si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? Édouard Philippe est un homme qui a la connaissance et la conviction que l'effondrement guette la France. Et pourtant, comme il l'a démontré en tant que Premier ministre, il sait aussi qu'il n'y peut absolument rien car le système est sur des rails. C'est en substance ce que montre le livre en question de Jared Diamond dont il parle. Les sociétés suivent leur logique jusqu'à ce qu'une grave crise se déclenche et remettent l'essentiel de l'ordre social en question au travers de ce que l'on peut appeler de façon moderne une faillite retentissante qui peut aller jusqu'à l'extinction d'un peuple. Et oui, dans le livre, il y a des cas où des peuples arrivent à inverser la vapeur. Mais on peut remarquer que cela peut fonctionner lorsque les choix à prendre ne menacent pas trop le pouvoir en place. Reboucher le trou de la couche d'ozone ou reforester le Japon est réalisable, car dans le fond, ce n'était pas très compliqué. Pour ce qui concerne la France, couper près de 40% de la dépense publique, me semble beaucoup plus ardu qu'interdire certains gaz frigorifiques dont tout le monde se fiche dans le fond, comme ce fut le cas pour reboucher le trou de la couche d'ozone. Donc, l'effondrement de la France aura lieu, c'est une certitude, et toute la question est de savoir comment vous allez la gérer. Alors allons-y. Tout d'abord, précisons qu'un effondrement met beaucoup de temps à se mettre en place, mais qu'il se réalise de façon très brutale. Comme le disait Oscar Wilde, lorsqu'on lui demandait comment il s'était ruiné, il répondait très lentement au début et très rapidement à la fin. Cette citation peut être illustrée et quantifiée par les travaux de Ray Dalio sur plus de 1500 ans d'études de civilisation. Sur ce graphique, la phase d'effondrement correspond à la chute de la monnaie et vous voyez que sur un cycle moyen, entre l'apogée, le haut du cycle, et la fin de cycle, l'effondrement, il se passe 100 ans. Mais que la phase de déclin final, la courbe noire qui chute en fin de cycle, dure une petite dizaine d'années tout au plus. Et ces cycles ont tendance à se raccourcir avec nos sociétés modernes et l'augmentation de la vitesse de circulation de l'information. Alors à quoi s'attendre ? Bien sûr, à une dévalorisation de la dette de la France. Enfin, je devrais plutôt dire à une réévaluation de la dette de la France à sa juste valeur, soit 30 à 40%
de moins? Est-ce qu'il s'agira d'une attaque par les marchés? Est-ce qu'il s'agira de la BCE qui fera pression sur la dette de la France pour faire passer des mesures d'austérité à la grecque? Est-ce que ce sont les investisseurs étrangers qui renonceront tout simplement à la dette française car trop risquée? Dans le fond, je dirais qu'on s'en fiche un peu car les détenteurs de la dette française seront ruinés dans tous les cas, donc peu importe les modalités. Alors au lieu de se demander comment vous allez y passer si cela vous concerne, autant concentrer vos efforts à évacuer tout ce qui est apparenté de près ou de loin à des engagements contractuels de la France. Donc pas d'obligations françaises bien sûr, mais aussi pas d'assurance vie en fonds euros, pas de livret bancaire ou de produits d'assurance à capital dit garantie, car la fameuse garantie, c'est souvent de la dette française qui la couvre. Enfin, bien évidemment, pas de cash en euros. Si vous voulez du cash en temps de crise, ce qui est une très bonne idée, vous avez le dollar et dans une moindre mesure le franc suisse. Pourquoi le franc suisse dans un second temps? Car c'est un marché moins profond, donc le cours du franc suisse pourrait être plus volatile. Enfin, la dette de la France pourra mettre plus ou moins de temps, que ce soit des semaines ou des semestres, à chuter en fonction de la servilité dont feront preuve les dirigeants de la France face à ses créanciers. Bien évidemment, un Édouard Philippe au pouvoir pourra permettre de faire durer le supplice bien plus longtemps qu'un Mélenchon qui pourrait tout péter en 15 jours. C'est face à cette situation que je vous invite à vous abonner à ma lettre d'investissement. Nous vous aiderons à structurer votre épargne avec des portefeuilles qui sont conçus pour résister aux crises. Et de plus, je vais reprendre mes emails de crise aux abonnés, car le sujet des semaines à venir va être de rester très réactif en fonction de l'évolution de la situation. Pour vous abonner à ma lettre, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Vous aurez accès dans un premier temps à une formation par email gratuite de 7 jours. Alors maintenant qu'on a dit ça, que penser du CAC 40 et des plus belles entreprises françaises? Il est important de rappeler plusieurs choses. D'une part, oui, le CAC 40 pourrait souffrir, et d'ailleurs il souffre déjà un peu depuis les législatives. Oui, il perd un peu moins de 10% depuis ses plus hauts sur 6 mois. Cela est dû à l'association entre indices et pays, notamment par les fonds d'investissement. Quand la France est en risque, des gestionnaires peuvent vendre la France le temps que la tempête se calme. Mais d'autre part, retenez que l'essentiel des entreprises du CAC 40 sont des sociétés multinationales qui appartiennent majoritairement, voire très majoritairement à des étrangers. Par exemple, dans le cas de la société Total Energy, seuls 30% des actionnaires sont français et la grande majorité du chiffre d'affaires est réalisé en dehors de la France. D'ailleurs, Total est déjà en train d'aller se faire coter ailleurs, aux USA pour être précis. Donc personnellement, je vois plutôt une bonne part des entreprises de la cotation de Paris comme des opportunités à surveiller, car ces entreprises sont faussement associées à la France. Dans les faits, quand 70% de votre actionnariat vient du monde entier et que le siège est à Paris, si un Mélenchon ou équivalent vient vous pourrir la vie, cela ne sera pas trop difficile de faire voter les actionnaires pour déplacer le siège ailleurs. Alors attention, cela va frotter un peu et ces valeurs pourraient s'ouvrir à court terme, mais fondamentalement, comme leur business est bon, ce serait plutôt le moment d'acheter. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt car on ne sait pas à quoi on va avoir affaire en France. Mais pour autant, et pour garder l'exemple de Total, le jour où ils annoncent qu'ils réfléchissent à déplacer leur siège aux USA, ça me donnerait plutôt envie d'en avoir que d'en vendre. Même sans penser à des délocalisations, l'effondrement de la monnaie turque nous démontre que le secteur des actions, donc le secteur privé, s'en sort bien mieux par rapport au marché de la dette d'un pays qui est en faillite. Plus de 4% de rendement réel, hors inflation, en dollars sur le marché action turc, depuis que la monnaie s'effondre, à comparer à moins 90% sur les obligations d'État. C'est quand même pas tout à fait la même chose. En réalité, pour les actions, ce que l'on peut craindre le plus, c'est Bruxelles. Votre marché action peut s'en sortir à condition que le secteur privé ne soit pas entraîné dans la chute du secteur public. Et là, écoutez bien ce que je vais dire. Je ne parle pas de ce qui est moral ou non, ou alors de ce qui est bien ou non. Je parle simplement de mécanique économique et financière. Des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Bref, de toute cette partie que l'on appelle la réalité et qui est complètement absente de tous les débats politiques aujourd'hui. Gardez en tête que la France va réduire ses dépenses quasiment de moitié pour retourner vers un équilibre stable et ce, quelles que soient les modalités politiques qui seront choisies. Il n'y a pas le choix car refuser cette affirmation, c'est faire l'hypothèse qu'il y a quelqu'un, une force quelque part, qui acceptera de financer un puits sans fond indéfiniment. Et ça, ça n'existe juste pas, et cela n'est jamais arrivé d'ailleurs. Il va donc bien falloir baisser les dépenses et baisser les impôts.
Oui, je dis bien baisser les dépenses et les impôts. Allons-y par étapes. Baisser les dépenses est une évidence, car on ne peut pas indéfiniment dépenser plus que ce que l'on gagne. De ce côté-là, gardez en tête le principe suivant. Ce qui a été promis sera remis en cause. Je parle bien évidemment des retraites, mais aussi de la sécurité sociale, ou de toutes les prestations sociales assises sur des cotisations sociales. Vous savez, le fameux salaire différé dont la gauche parle tant. Et oui, les prestations sociales y passeront en bonne partie, parce qu'elles ne sont tout simplement pas financées à la hauteur de ce qu'elles coûtent. Après, on peut s'attendre à une augmentation des impôts à court terme et moyen terme, dès lors que l'État n'est pas en faillite frontalement. Mais de toute façon, à la fin de l'histoire, il faudra bien restaurer la rentabilité des entreprises et l'attractivité de l'économie pour que le pays reparte. Or, comme vous pouvez le voir sur ce premier graphique de l'Institut des Libertés, les marges des entreprises qui ont une activité économique en France, donc je ne vous parle pas des entreprises multinationales du CAC 40, eh bien, les marges de ces PME s'effondrent consciencieusement dans le temps. Quant aux prélèvements obligatoires, ils sont constamment à la hausse, mais ça, vous êtes déjà tous au courant. Donc, pour redresser la France, il faudra baisser les impôts et la dépense publique pour une raison simple. Pas d'entreprise égale pas d'impôts à prélever. Dit autrement, tant que la France aura une fiscalité élevée et tant que les marges des entreprises seront aussi fines que du papier à cigarette, la France n'aura sous la main qu'une économie qui se réduit à des produits peu complexes, peu technologiques, peu innovants et peu industrialisés. D'ailleurs, la désindustrialisation de la France n'est pas une prédiction, c'est quelque chose de factuel qui a lieu depuis les années 80 et qui se poursuit allègrement, c'est pas terminé. Sachant cela, à terme, ce sont forcément les personnes qui sont dépendantes des engagements de l'État qui vont souffrir beaucoup plus que les personnes dépendantes du secteur privé. C'est une évidence. Donc les 40% de baisse de la dépense publique en moyenne correspondront plutôt à quelque chose comme 60 ou 70% de baisse pour les fonctionnaires, les retraités et les personnes en général dont les revenus dépendent de l'argent public. Et ça, attention, ça peut inclure certaines entreprises privées qui ont pour clients l'État ou ses fonctionnaires. Mais pire que cela, si l'État réussit à maintenir un taux d'imposition élevé sur les entreprises, alors le secteur privé aussi sera durement touché, et comme le secteur privé reste, quoi qu'on en dise, la source primaire de l'impôt du pays, cela signifiera une perte de richesse bien plus grande à l'arrivée. Pour que vous puissiez vous projeter, il faut accepter un contexte et se positionner sur deux grands scénarios. Le contexte à accepter, c'est l'histoire des vidéos de grand angle sur les 6 dernières années. La France est dans le rouge et entre dans une crise permanente. Maintenant, on n'est plus sur un risque pour l'avenir, on est dedans, on vit la crise permanente. En conséquence, le point de non-retour est derrière nous. Passons donc aux deux scénarios dans lesquels le déclin de la France peut prendre forme. Le premier, c'est le scénario où le secteur privé est préservé. Autant le dire tout de suite, c'est le plus favorable, ou du moins le scénario qui permettra la rémission la plus rapide. Dans ce cas, les gens dépendants de l'État sous une forme ou sous une autre souffrent terriblement, car l'État n'assure plus ses promesses, mais pour les actifs et avec un peu de temps, les gens en capacité de travailler pourront se retourner progressivement vers une activité majoritairement dans le privé. Pour les retraités, le sujet pour préserver leur épargne sera de déplacer leur placement hors zone européenne, et autant vous le dire, l'État aura tout intérêt à tout faire pour vous contraindre de laisser votre argent au pays. Le risque de l'instauration de contrôle des capitaux n'a jamais été aussi élevé. Dire cela il y a 2 ans, c'était du fantasme complotiste, tandis qu'aujourd'hui, des personnes ministrables ne s'en cachent plus. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants ? Totalement, absolument, absolument. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je peux vous dire que si vous voulez sortir 1 million ou 2 millions d'une assurance vie, ou même faire un virement transfrontalier sur ces montants-là afin de placer vos capitaux en dehors de France, eh bien ça peut déjà ne pas être simple, car vous allez très probablement vous heurter aux réticences de votre banquier. La version polie de contrôle des capitaux chez les gens du centre, c'est l'union des marchés des capitaux, ou alors la lutte contre le cash, ou alors la mobilisation de l'épargne. C'est du côté de toutes ces choses-là qu'il va falloir regarder. Voilà pour le scénario favorable. Bon, alors vous allez me demander à ce stade en quoi est-il favorable ? Eh bien, dans cette hypothèse, l'activité économique privée est toujours possible. Donc l'État continue à percevoir des impôts pour fonctionner à minima, et les Français auront la capacité de redévelopper leur économie. Mais oui, dans ce scénario, pour le dire franchement, les fonctionnaires, les retraités et bénéficiaires d'aides d'État en tout genre vont prendre très cher. Ensuite, il y a le scénario pessimiste, c'est la soviétisation du pays.
Dans ce scénario, l'État cherche à se récupérer sur le secteur privé en montant tous les impôts possibles et imaginables où il le peut, ce qui conduit à l'asphyxie de ce qu'il reste du tissu économique du pays. De plus en plus d'entreprises et de particuliers qui le peuvent quittent le pays, et les entreprises qui restent font soit faillite ou alors se rabougrissent terriblement. C'est une économie souterraine qui se développe car tout le monde cherche à gruger le système qui ne tient plus et qui n'est plus viable. L'économie du pays se morcelle en petites économies locales. Dans le pire des cas, l'état de droit, la police et la justice continuent de se déliter et ce sont alors des organisations privées de type mafia qui se mettent à assurer un ordre et une cohésion sociale minimale et au service de leurs profits. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur les dégâts que le collapse de la France pourrait entraîner en Europe. Mais ce qui est sûr, c'est que les grands gagnants de cette histoire à court terme et moyen terme, ce sont les USA. Allez voir cette vidéo où je vous explique en quoi les États-Unis d'Amérique ont de bonnes cartes en main, bien qu'ils aient aussi une dette faramineuse.